Comme toute œuvre, l'arrivée de ce nouveau-né dans le vaste programme des émissions a pour mission de se faire une touche particulière. Rendre vivant et redonner du souffle aux questions nationales qui constituent un repère pour les générations actuelles et à venir. Telle est la vocation profonde de leur mission à domicile. Mohamed Moussa, ou Moussa Mohamed, est connu par les Nigériens aux premières heures du mouvement syndical de notre pays. Originaire de Tanout, Mohamed Moussa est né le 23 janvier 1956, précisément à Takoukout. Il fréquenta l'école garçon de Birni-Koni dans un cycle scolaire jalonné de succès jusqu'au lycée national de Niamey. Bachelier de son état en 1975, le jeune diplômé poursuit sa formation à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. Tout ce parcours académique est couronné d'un ingénierat en navigation aérienne. Ancien cadre de l'Union des scolaires nigériennes USN, Mohamed Moussa fut ensuite secrétaire général adjoint du syndicat unique de l'aviation civile SUYAC, secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN entre 1986 et 1991. Ministre de l'Intérieur période post-conférence nationale, Mohamed Moussa en fait partie de cette pépinière de syndicalistes ayant combattu pour l'avènement d'un multipartisme et de la démocratie. Ministre du Commerce et des Transports à partir de 1992. La suite, vous la connaissez, il intégra la société politique comme plusieurs de ses camarades de lutte. Marié et père de 3 enfants, c'est avec lui que nous échangerons cette semaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité de l'émission à domicile cette semaine. Je vous remercie d'avoir pensé à venir chez moi et vous êtes les bienvenus. Alors, le SUYAC, syndicat unique de l'aviation civile, c'était le début de votre carrière comme ça? Je veux parler ici du syndicat. Oui, si on peut parler comme ça, mais je pense que je n'ai pas commencé au syndicat unique de l'aviation civile. J'ai plutôt commencé ma carrière de militant au sein de l'association des élèves du lycée national. Et cette association des élèves du lycée national, c'est elle qui est devenue plus tard association des élèves du lycée Issa Korombe, l'actuel lycée. Donc j'ai commencé vraiment à être un militant à partir de 1968, à travers les associations d'élèves. Et il est vrai que parmi ma génération, je suis le premier étudiant issu du lycée national qui a fait des études supérieures et qui est allé directement dans le syndicat. Et mon premier syndicat, c'est le syndicat unique de l'aviation civile. J'ai commencé à travailler en 1977 et déjà en 1978-79, je suis devenu secrétaire général adjoint de ce syndicat-là, syndicat unique de l'aviation civile. Et par la suite, je suis devenu son secrétaire général et j'ai pu le transformer pour qu'il intègre l'ensemble des agents travaillant dans le secteur de l'aviation civile, c'est-à-dire la SECNA, les compagnies aériennes. À l'époque, il y avait Air France, il y avait Air Afrique, il y avait d'autres compagnies. Et la météorologie, on a rassemblé l'ensemble des travailleurs, environ 1 millier, dans un même syndicat. C'est pour cela d'ailleurs que ça s'appelle syndicat unique de l'aviation civile. C'est vraiment le début du militantisme. Alors, l'USTN, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, vous avez participé à la création de ce joyau. Dites-nous votre passage, l'ambiance au niveau de l'USTN. Alors, au niveau de l'USTN, je suis arrivé à l'USTN par le biais donc, du syndicat unique de l'aviation civile. Mon premier congrès de l'USTN, c'est en 1978, au Centre national audiovisuel. Et à ce congrès, j'ai représenté mon syndicat, bien sûr, et j'ai eu la chance d'avoir été élu à ce congrès comme membre du comité central de l'USTN. Donc j'ai commencé à l'USTN comme membre de l'unité centrale. Et donc le comité central, là, c'était un organe qui est en dehors du bureau exécutif de l'USTN, mais c'est l'instance qui se réunit entre 2 congrès pour juger de la bonne marche de la centrale syndicale. Vous savez que l'USTN est une centrale syndicale unique.
tous les syndicats étaient dedans. Même mon arrivée au niveau de l'USTN était très intéressante parce que c'était le moment historique où vous vous rappelez, les syndicats avaient beaucoup souffert dans cette période-là. Si vous vous rappelez, il y a eu la tentative de coup d'État qu'on a dit de Sanusi Sido, Mohamed Moudour, qui est le secrétaire général de la centrale USTN et qui a d'ailleurs été fusillé à l'époque. C'était en 1976, je crois. Et donc en 1978, lorsqu'on a fait ce congrès-là, il n'y avait pas beaucoup de monde pour prétendre devenir secrétaire général de l'USTN. Tout le monde fuyait. Manessar Abraham, Manessar qui avait choisi de se porter candidat, certains syndicalistes n'hésitaient même pas dans le couloir du congrès à les traiter de candidats au suicide. Et ce monsieur-là a quand même décidé de se porter candidat au poste de secrétaire général de l'USTN. Et il s'est retrouvé entouré par un certain nombre de camarades dans le bureau exécutif national de l'USTN. Et nous autres, beaucoup d'autres, nous nous sommes retrouvés autour de lui aussi dans le cadre du comité central. Et c'est pendant justement une des réunions du comité central que un des secrétaires généraux adjoints de l'USTN, en l'occurrence Modjali Amadou, avait été nommé secrétaire d'État à l'éducation nationale et donc il devait être remplacé. Et c'est en ce moment-là que le comité central de l'USTN a décidé de m'élire moi pour venir remplacer Amadou Modjali. Et donc je suis devenu secrétaire général adjoint de l'USTN en ce moment-là. Et évidemment, on ne peut pas parler de l'USTN sans parler du grand combat de l'USTN. Le plus grand combat de l'USTN, c'est de s'être associé avec les étudiants à la suite des événements du 9 février 1990. À la suite de ces événements-là, l'USTN avait vraiment décidé de prendre ses responsabilités. Mais l'USTN était déjà prête quand même, il faut se le dire, dans le combat pour la démocratie, parce que on avait quand même mis en place beaucoup de dispositifs qui permettaient de contester la dictature. Et tout le monde savait que dans les années 82, le général Kounché avait même été amené à dissoudre un congrès de l'USTN. Donc on était vraiment dans une situation, je dirais, révolutionnaire au niveau de l'USTN. Et lorsque les événements du 9 février sont arrivés, ils sont venus trouver des syndicalistes qui déjà voulaient en découdre avec le système de dictature. Et c'est ces événements-là qui ont permis à l'USTN de jouer un rôle historique, comme vous savez. Et donc, d'abord, exiger le multipartisme au Niger dans une première phase. C'était un combat assez épique, puisque à l'époque, la population de Niamey vivait au rythme des marches et meetings. Et c'était des marches et meetings organisés et civilisés, je dirais, puisque jamais, à aucun moment, nous n'avons rien cassé. Jamais, à aucun moment, nous n'avons transgressé une interdiction. Quand on interdit, on respecte et on reprend. Vous voyez. Et donc, pendant de 90 jusqu'à 91, c'était un moment de lutte permanente au niveau du mouvement syndical des travailleurs et des étudiants. Et c'est ainsi donc que cette revendication de multipartisme a été conduite par l'USTN et l'USN, d'une part, et d'autre part, lorsque nous avons obtenu le principe du multipartisme, nous avons exigé un cadre qui permettrait de bien asseoir les mécanismes de la démocratie au Niger. C'est là qu'au 1er mai 1991, nous avons exigé maintenant la conférence nationale souveraine. Vous savez que le multipartisme, nous avons obtenu le principe le 15 novembre, dans le cadre de novembre 90, dans le cadre d'un discours du chef de l'État. Et donc, voilà. Donc la conférence de la Bolle a simplement contribué à convaincre les dirigeants africains que l'avenir appartient au système démocratique, au pays démocratique et à la démocratie. Pour nous, c'est vraiment un coup de pouce, puisqu'on était déjà dans la lutte pour exiger la démocratie, on était déjà dans la lutte pour obtenir le multipartisme au Niger. Et en 1989, le discours de la Bolle est venu apporter quelque chose à notre système. Beaucoup se trompent en pensant que
les luttes n'ont commencé que le 9 février. Non, le 9 février, c'est le déclencheur. Mais la préparation même du mouvement syndical à conduire la lutte pour la démocratie et le multipartisme, je peux vous dire qu'aujourd'hui, et tous les syndicalistes qui le savent m'écoutent, c'est exactement en 1982 que ça a commencé. Exactement comme le PNDS Tareya, qui lui aussi, on peut considérer que c'est autour de 1982 qu'ils ont commencé à créer leur noyau de parti. Au niveau du mouvement syndical, nous avions la même démarche de créer les conditions par lesquelles le mouvement syndical serait la source qui finirait par imposer le système démocratique au Niger. 1982. Et à l'époque, nous avons eu des soutiens importants, notamment avec la fédération Hans Seidel, la fondation Hans Seidel, que nous avons fait venir au Niger et qui a contribué à la formation des syndicalistes, à la fois la formation sur les questions économiques, la formation sur les questions politiques et évidemment la formation sur les questions syndicales. Voilà comment l'USTN était devenu, si vous voulez, les héros des luttes démocratiques. Et je peux considérer qu'avec mes camarades à l'époque, nous avons vraiment fait preuve d'une solidarité extraordinaire. Nous avons fait un corps pour penser dans la même direction. Le moment est venu après les événements du 9 février et les événements de Tchintabaradun aussi, qui étaient importants. Nous avions pensé au niveau du mouvement syndical que c'était le moment de conjuguer nos efforts pour aboutir à cette démocratisation de ce pays. Monsieur le ministre, la conférence nationale souveraine, vraiment c'est un moment phare de notre histoire politique. Vous étiez vice-président du bureau de séance. Parlez-nous vraiment de ces événements. Comment la conférence a eu lieu, dans quelles conditions, dans quel cadre le président Ali Chebou a accepté? Alors, la conférence nationale, c'était vraiment une revendication osée. Il faut le dire aujourd'hui, les jeunes pensent que ces choses-là sont tombées du ciel. Non, nous avions un régime militaire. Il ne faut jamais oublier que ce sont les officiers supérieurs de l'armée qui se sont réunis pour désigner Ali Chebou comme président de la République. Et il ne faut pas oublier également que Ali Chebou effectivement est entré dans une phase que nous avons appelée décrispation. Mais cette phase de décrispation ne veut pas dire que le pouvoir était civil. C'était toujours un pouvoir militaire malgré la charte nationale et malgré la création d'un parti unique. Parce que quand même, Ali Chebou a amené ses progrès. On peut considérer que c'est un progrès par rapport au régime stricto sensu militaire. Donc Ali Chebou a progressé en faisant la charte nationale, en faisant la constitution de la Deuxième République. On peut considérer qu'il a quand même progressé par rapport au régime militaire pur et dur. Et donc la conférence nationale, nous l'avons conçue à l'époque comme un élément qui permettrait de passer d'une république non démocratique, parce que c'était un régime militaire avec un parti unique qui dirigeait ce Niger-là. Donc notre intention, en revendiquant la conférence nationale souveraine, c'était d'essayer de modifier l'ensemble des instruments juridiques, en commençant par la loi fondamentale, la Constitution, pour y introduire les ferments de la démocratie réelle. Donc le multipartisme intégral, n'est-ce pas, un gouvernement, comme on dit, semi-présidentiel, de type semi-présidentiel, la séparation nette des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Vous voyez, tous ces éléments-là, pour arriver à mettre en place une constitution de cette nature, nous avons considéré que non seulement il fallait une conférence nationale souveraine, mais il fallait non seulement une conférence nationale, mais il faut qu'elle soit souveraine, pour qu'elle soit capable de prendre des actes de type constitutionnel. Pourquoi la souveraineté? La souveraineté, justement, c'était pour restituer au peuple nigérien dans son intégralité la capacité de choisir son destin. Il ne s'agit pas d'accepter les dictats de quiconque. C'est le peuple réuni en constituante, puisque notre conférence nationale est une constituante. On est sorti de la conférence avec une idée claire de la constitution qu'on veut pour le Niger. Donc on peut considérer de ce point de vue-là que la conférence nationale souveraine était une sorte de constituante
qui a décidé des orientations politiques et qui a décidé de l'essentiel du contenu de la future constitution de la République du Niger. Alors, mais comme je le disais au départ, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Ça n'était pas facile. Lorsque nous avons exigé la conférence nationale souveraine, il y a eu beaucoup de négociations. Le général Ali Chebou à l'époque avait mis en place un comité composé de 5 ministres qui a négocié pendant plusieurs mois avec l'Union des syndicats de travailleurs du Niger, USTN. Nous sommes même arrivés à un moment où on a offert au mouvement syndical de faire le gouvernement d'union nationale. Exactement comme ça s'est passé récemment dans notre pays. Monsieur le ministre, pour ne pas vous couper, vous en tant que syndicaliste, pendant la conférence nationale, on avait l'impression comme si c'était une lutte de classe. Les gens qui n'ont jamais eu à gérer le pouvoir se battaient contre ceux qui ont géré et qui voulaient être intégrés dans la gestion des affaires de la cité. Et finalement, vous l'avez été puisque vous avez été ministre et beaucoup de vos collègues. C'était une erreur de penser comme ça. La conférence nationale se voulait un cadre démocratique et il se voulait en même temps un cadre qui regroupait l'ensemble des forces vives de la nation. Seulement, c'est le montage qu'on a fait, peut-être qui peut donner cette impression-là. Évidemment, vous allez à une conférence nationale qui peut prendre des décisions sur la nation. Il y avait un gouvernement, il était fort. Les Nigériens avaient peur en ce moment-là du gouvernement, ce n'est pas comme maintenant. Et donc à l'époque, nous, au niveau de l'USTN, nous avons pensé qu'il fallait créer les conditions démocratiques qui permettent de contrôler le gouvernement. C'est pour cela que nous avons découpé le peuple nigérien en groupes. Nous avons créé 7 groupes. Et nous avons dit que ces 7 groupes-là, les Nigériens vont choisir des gens qui vont venir chacun dans un groupe. Et ces groupes-là, quand ils vont prendre une décision au niveau de la conférence, cette décision-là s'impose à la nation. Les forces réactionnaires contre les forces rétrogrades. Il n'y avait pas clairement identifié des forces réactionnaires contre des progressistes. C'est tout naturellement que ceux qui sont au pouvoir à l'époque considèrent comme une agression. Ils ne voulaient pas partager. Exactement comme vous dites. Mais nous, de notre point de vue, nous ne les considérons pas forcément comme des réactionnaires, pas tous. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens du pouvoir de l'époque qui pensaient exactement comme nous et qui votaient d'ailleurs comme nous à la conférence. Vous voyez? Donc ce qui s'est passé, d'abord l'USTN a mené ce combat. L'USTN avec ses collègues et ses amis des autres organisations qui se sont créées entre-temps, c'est-à-dire le mouvement associatif s'est créé, le mouvement étudiant a été renforcé et avec toutes ces forces démocratiques-là, nous avons créé ce qu'on appelle les CCLD, le comité de coordination des luttes démocratiques. C'est la première alliance au Niger. C'est la première alliance. Ça s'appelle le comité de coordination des luttes démocratiques et c'est à l'USTN que ça s'est passé. Tous les partis qui sont nés étaient invités. Même les MNSD qui étaient partis État étaient invités. C'est eux qui n'ont pas voulu venir dans les CCLD. Mais lorsque nous avons créé, avec l'accord du président de la République, la commission nationale pour la préparation de la conférence nationale, mais les MNSD étaient représentés comme n'importe quel parti. Et à la conférence, les MNSD faisaient partie du groupe des partis politiques. Donc nous n'avons jamais voulu isoler ceux qui étaient au pouvoir avant. Au contraire, la preuve c'est que même nous avons veillé à ce que le président Ali Chebou reste au pouvoir. Parce que nous ne voulions pas déstabiliser notre pays. Nous voulons créer les conditions de créer une démocratie sans violence. C'est ça la conférence nationale. Monsieur le ministre, pendant un moment, l'armée s'est sentie indignée, elle s'est retirée de la salle. Oui. Et quelle était vraiment, à la base, quelle était l'origine de ce retrait? Alors, on a sauté beaucoup de choses, mais si ce sujet-là vous intéresse, on peut l'aborder. L'armée, il faut savoir qu'avant l'armée, c'est le gouvernement qui s'est retiré de la conférence pendant quelques jours. Donc à l'époque, quand le gouvernement s'est retiré de la conférence, bien entendu, les chefs militaires qui étaient alliés à ce pouvoir-là, eux aussi devraient exprimer ce mécontentement-là de la conférence telle qu'elle s'exprimait. Et ce mécontentement des officiers supérieurs s'est traduit par le discours de Toumba, qui était le chef d'état-major. Toumba Boubacar qui a parlé à la télévision, à la radio, pour faire une déclaration formelle pour dire que l'armée ne va pas participer à la conférence nationale. Donc nous avions 2 problèmes au niveau de la conférence. Et justement, c'est pendant la partie où nous sommes
au présidium. C'était avant la déclaration de la souveraineté. À ce moment-là, la conférence avait créé un comité de 5 personnes que j'ai dirigé d'ailleurs moi-même pour aller voir le général Ali Chebou, pour se pencher sur ces aspects-là. L'aspect du retrait du gouvernement et l'aspect de l'affirmation de l'armée de ne pas participer à la conférence nationale. Je peux vous assurer que lorsque ce comité-là a vu le général Ali Chebou, lorsque ce comité a rappelé tous les engagements réciproques entre Ali Chebou et ceux qui ont contribué à la préparation de la conférence nationale, Ali Chebou avait immédiatement, devant les 5 personnes, convoqué les représentants des différentes parties. Le chef du gouvernement, Aliou Mahamidou à l'époque, le président de l'Assemblée nationale, c'était Moutari Moussa, en ce moment-là, Brigitte Raffini, l'actuel Premier ministre, en ce moment-là, il était le président du Conseil économique, social et culturel, et Toumba Boubacar, justement, qui est le chef d'état-major. Les a convoqués avec le comité mis en place par la conférence nationale, que j'ai dirigé personnellement. Et Ali Chebou a rappelé à toutes les parties que lui, il s'est engagé pour que la conférence nationale se tienne dans de bonnes conditions et se termine dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, évidemment, le chef d'état-major, il l'avait même mis au garde-à-vous pour dire de quel droit l'armée va décider qu'elle n'est pas membre de la conférence. Donc c'est grâce à ce comité-là et grâce à l'engagement du général Ali Chebou que et le gouvernement, ce que nous avons appelé à l'époque le pouvoir. Le pouvoir, ça incluait l'Assemblée, le Conseil économique et social, le gouvernement et toutes les associations affiliées à l'époque au MNSD en réalité, qui étaient proches de lui. Et donc nous avons négocié dur, ce n'était pas facile. Il ne faut pas oublier qu'au moment où nous sommes allés le voir, on avait déjà terminé les statuts et le règlement intérieur de la conférence et que les délégués de la conférence nationale avaient décrété, je dirais, entre guillemets, la souveraineté de la conférence. Et les journalistes avaient même contribué en mettant l'hymne national alors que personne ne l'avait programmé. Et le fait qu'on ait mis, qu'on ait décidé d'avoir tranché la question de la souveraineté, ça, c'est quelque chose qui a profondément touché, je dirais, effectivement, un certain nombre de hauts personnages politiques. Même le général Ali Chebou lui-même, il s'est retrouvé un peu dans l'embarras du fait que la souveraineté a été tranchée en l'absence du gouvernement, que le chef d'état-major et l'armée, d'une manière générale, vous savez, les militaires sont très sensibles à l'hymne national. Et donc le fait qu'on ait mis l'hymne national dans des conditions dans lesquelles la conférence l'a fait, cela aurait pu contribuer à créer effectivement des problèmes. Mais en tout cas, le général Ali a été compréhensif. Finalement, il a réussi à concilier et notre comité et les représentants du pouvoir, y compris l'armée. Mais indépendamment de ce travail-là, qui s'est fait de cette manière formelle, officielle, entre les bureaux de séance de la conférence et le général Ali, du côté de l'armée, il y avait des officiers, beaucoup de jeunes officiers. Dans celui dont je me rappelle, c'est un Moussa, quelque chose comme ça, et bien d'autres. Il y avait des jeunes officiers qui avaient quand même pris la décision de participer à la conférence. Et l'un dans l'autre, les choses sont tombées bien parce qu'avec le général Ali, nous avons abouti à la conclusion qu'il faut tenir la conférence dans les conditions prévues et négocier avec les syndicats dans le cadre de la lutte qui a été menée, dans le respect du discours que le général Ali avait prononcé à l'ouverture de la conférence nationale. Et finalement, vous avez vu, tout était rentré dans l'ordre. Le lendemain, le gouvernement est revenu reprendre sa place. L'armée est venue à la conférence nationale faire une déclaration pour dire qu'ils sont nigériens, comme n'importe quel Nigérien, et que les hommes en tenue ont décidé de participer à la conférence. Et dans cette délégation de l'armée, si vous regardez la cassette, vous verrez qu'il y avait tous les corps d'armée. Tous les corps d'armée. Il y avait l'armée, il y avait la gendarmerie, il y avait la police, il y avait la garde républicaine, il y avait tous les corps de sécurité. Et ils sont venus donc, et à partir de ce moment-là, la conférence a pu se tenir. Monsieur le ministre, la conférence nationale dont on pense aujourd'hui, avec du recul, que c'était juste une retrouvaille entre les syndicalistes, le MNSD Parti État,
un partage de pouvoir, vous vous êtes retrouvés, vous avez eu finalement le pouvoir et puis les gens se sont tus sur les véritables problèmes du pays? Bon, c'est difficile de résoudre tous les problèmes à la fois. La conférence nationale avait un but, c'était de faire le diagnostic, je dirais, de 30 ans d'indépendance et de 30 ans d'exercice du pouvoir. Pendant les 30 ans antérieurs, nous avons vécu le régime des partis uniques. C'était le parti PPNRDA. Ce n'est pas la même chose que le parti MNSD, parce que c'était une sorte de parti-État, mais la Constitution à l'époque permettait le multipartisme. Voilà. Mais il y a eu non seulement une exclusion, mais c'était plus violent. Il y a eu même la guerre. Il y a eu une guerre civile au Niger. Cette guerre civile a abouti à la mort de tous les partis. Le Niger avait plus de 15 partis au moment des indépendances. Mais tous ces partis ont été tous avalés ou tués par le PPNRDA. Et avec les Sohaba qui étaient puissants, ça a abouti à une guerre civile. Vous voyez, donc le régime de Djori, c'est cela le problème. C'est qu'au moment de l'indépendance, la vision occidentale, c'était de dire qu'il fallait continuer à maîtriser les États nouvellement indépendants à travers des partis, et presque des partis-États. Donc la démocratie telle qu'elle était exprimée dans la Constitution n'était pas respectée dans les faits. Vous voyez. Et donc, il y avait tous ces problèmes que le Niger a vécu. La guerre civile a laissé des traces profondes. Et la guerre civile entre le Sohaba et le RDA a profondément divisé les Nigériens. Elle a fait des drames terribles. Et ensuite, après le RDA, c'est encore un coup d'État. Ce coup d'État lui-même a créé beaucoup de drames au Niger. Donc vous avez vu, depuis l'indépendance, pratiquement, le Niger ne s'est jamais trouvé dans une situation où on pouvait, en toute sérénité, exercer le pouvoir dans une situation de partage de pouvoir par un mécanisme institutionnel, je dirais. C'est-à-dire une vraie constitution, une vraie liberté d'expression, une vraie liberté d'opinion, un vrai pluralisme politique. Ça n'a pas existé au Niger. C'est tout cela que la conférence nationale voulait mettre en place. Mais en ce moment-là, vous pensez bien que ceux qui se trouvaient au pouvoir, eux, n'étaient pas d'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont réactionnaires. C'est des gens qui ont été fabriqués pour diriger des pays de cette manière-là. Et d'autres citoyens du Niger sont venus pour dire que non, nous ne voulons plus être dirigés. Lutte de classe. Alors, on ne peut pas parler de lutte de classe. Attention, la lutte de classe, ça veut dire autre chose. C'est absolument autre chose. C'est une idéologie liée, comme vous le savez, à ce qui s'est passé en Union soviétique. Donc, au Niger, nous n'avons pas ce type de classe, même aujourd'hui. Vous voyez, ce n'était pas une lutte de classe, c'était une lutte pour la démocratie. L'idéal démocratique était un idéal partagé par tous. Même ceux qui étaient au pouvoir, là, qui exerçaient la dictature, même parmi eux, il y avait beaucoup qui savaient et qui pensaient qu'il faut un système démocratique meilleur. Voyez-vous, donc, si vous avez bien regardé la conférence nationale, vous trouverez que dans les interventions du MNSD, parce que c'est contre le MNSD que cette lutte a été menée. Vous voyez, mais aujourd'hui, le MNSD se prévaut comme n'importe quel parti d'être un parti démocratique. Et c'est un parti démocratique comme tous les autres. Donc il ne faut jamais faire croire aux gens qu'à un moment donné, il y a des citoyens qui sont des démocrates, qui sont venus se battre contre des Nigériens qui sont des réactionnaires. Des réactionnaires, vous pouvez en trouver dans tous les partis. Même les partis communistes qui se sont créés au moment-là, au RDN, moi, même les partis les plus durs comme les PMT Al-Barka à l'époque, vous voyez, ces partis travaillistes socialo-démocrates comme on dit, tous ces partis-là, il y avait des réactionnaires parmi eux. D'abord, vous les avez découverts par la suite. Donc un réactionnaire, vous pouvez le trouver partout, dans n'importe quel parti. Ce qui compte, c'est qu'à l'époque, il y avait une conjonction des volontés, je dirais à la fois intellectuelles, politiques, des Nigériens, avec justement l'environnement international qui fait que l'aspiration démocratique est devenue la chose la mieux partagée. Et quelle est la manière de la traduire dans la vie de la nation? Eh bien, c'est par le biais de la conférence nationale qu'il fallait prendre tout cela, en faire un cadre institutionnel pour qu'enfin, au Niger, on puisse s'exprimer librement. Pour qu'enfin, une presse libre existe. Vous voyez, entre le moment de la conférence et maintenant, ça fait 22 ans. Même plus. Mais regardez, la Convention pour la liberté de la presse, là, que le président Issoufou a signée récemment. Pourquoi on ne l'a pas signée
depuis longtemps. Monsieur le ministre, revenons sur notre chapitre essentiel. Oui. Vous étiez ministre de l'Intérieur pendant la transition. Oui. Est-ce que c'était une récompense? Parce que pratiquement on avait eu l'impression que tous les acteurs syndicaux, autant pour moi, étaient dans le gouvernement de transition. Oui. Ça, c'est une impression qui s'est justifiée par la suite. On n'a pas bien parlé de la conférence. Mais si vous voulez, on peut aborder ce sujet-là. Effectivement, à la fin de la conférence nationale, moi-même et un certain nombre de mes camarades syndicalistes, notamment Aïssata Banya, Bazoum, Mohamed, Il y a un acteur politique. oui, nous étions 3 dans le mouvement syndical qui avait été pressenti pour occuper des postes ministériels. Il faut que je vous rappelle qu'au niveau de l'USTN, avant de commencer cette lutte démocratique-là, nous avions décidé qu'un syndicaliste qui choisit l'option d'aller au gouvernement doit quitter le mouvement syndical. Donc comme ça s'est dit à l'époque dans les journaux, c'est un choix à titre personnel et intrinsèque, en fonction des valeurs intrinsèques de la personne. Ce n'était pas l'USTN qui nous a désignés pour devenir ministre. C'est le Premier ministre élu par la conférence nationale qui a regardé parmi les acteurs de la conférence et les acteurs politiques de la nation, et il a choisi un certain nombre d'individus et le hasard a voulu que je m'y retrouve. Mais je peux vous assurer aujourd'hui, 20 ans plus tard, que je n'ai jamais demandé à être ministre. Ni d'ailleurs Bazoum. C'est simplement le fait que notre participation avait été jugée efficace et active. Et notre contribution à la lutte démocratique avait été jugée suffisamment pertinente. Et particulièrement, moi j'ai eu la chance que le mouvement démocratique me faisait totalement confiance. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous avez eu les postes qu'on m'avait proposés. C'est le ministère de l'Intérieur. Si on m'avait amené là-bas, ce n'était pas par un pur hasard. C'est pour que le mouvement syndical s'assure que les élections seront libres. Et c'est pour s'assurer également que la Constitution telle qu'elle est voulue par la conférence nationale serait faite. Vous savez, toutes ces choses-là, c'est à partir du ministère de l'Intérieur que ça se fait. Je considère que j'ai réussi ma mission à moitié. En ce qui concerne la Constitution, ça je suis fier. Parce qu'il n'y a aucune Constitution qui soit meilleure que celle de la Troisième République, celle que nous avons faite. Ce n'est pas une opinion, c'est ce que tous ceux qui ont écrit sur le Niger ont dit. Il y a la Constitution actuelle qui a apporté une amélioration, notamment sur la question de la gestion des ressources du pays, ressources minières en particulier. Sinon, la Constitution issue de la Conférence nationale, c'est-à-dire la Constitution de la Troisième République, est l'une des meilleures qui existent. Et c'est une des constitutions dont beaucoup de pays africains se sont inspirés. Moi, j'ai vu des chefs traditionnels et des hommes politiques nigériens faire le tour de l'Afrique pour vendre ces produits-là. Donc, de ce point de vue-là, et en particulier, le plus grand succès aujourd'hui reconnu à cette Constitution, c'est l'article 36. Celui qui refuse, celui qui fixe à 2 le mandat. Et c'est parce que à la conférence nationale, nous avons eu cette vigilance-là pour dire qu'un président ne peut exercer que 2 mandats. Et qu'à la fin de ces 2 mandats, il ne peut pas modifier la Constitution, ni par référendum, ni par le Parlement. Et c'est à ce verrou-là que se sont retrouvés confrontés les acteurs de Tazarchi. C'était impossible légalement de lever ce verrou. Nous ne parlons pas de Tazarchi aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre débat. Donc nous n'en parlerons pas, mais c'est pour dire que c'est l'article 36 de la Constitution-là qui a été reconduit jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a permis une certaine forme de stabilité et c'est lui qui évite ce débat-là au Niger aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, alors les élections, là c'est un succès total. Personne ne peut le contester. Et je peux le dire aujourd'hui, avec l'appui des Américains en particulier et des Français, on peut considérer que les élections de 1993 étaient les premières vraies bonnes élections qui se sont déroulées en Afrique. Donc on peut considérer que la mission politique a été réussie par le Premier ministre de l'époque. Puisque moi je n'étais que ministre. Je proposais des choses et j'avais la chance que le ministre me suivait très bien. Mais je considère que c'est l'œuvre du Premier ministre. Parce que c'est quand même lui qui était le chef du gouvernement. Alors, vous étiez à un moment militant du parti UDPS à Mana. Oui. Vous avez quitté. Et quel est le motif de votre départ? Alors, je n'étais pas seulement militant de l'UDPS. J'étais président de l'UDPS. UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS à Mana. Vous savez que j'ai vécu une mésaventures
une mésaventure en 1992, où j'avais été détenu pendant 6 mois avec mon titre de ministre par l'armée. C'est dans le cadre de la rébellion Touareg de l'époque. Vous avez fait la rébellion? Bien sûr que non. Si j'avais fait la rébellion, vous imaginez que je serais l'un des plus grands chefs de la rébellion. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a aucun Touareg qui a commencé à militer aussi jeune que moi. J'ai commencé ma lutte à visage découvert contre tous les régimes depuis 1968 à 12 ans. Aujourd'hui, vous ne trouverez aucun Touareg qui a été en prison 16 fois. Moi, j'ai été détenu 16 fois dans ces pays-là. Et j'ai été détenu dans tous les camps militaires de Niamey là. Même à Kout-Kalé? Kout-Kalé, c'est une prison. J'ai dit camp militaire. J'ai été détenu dans tous les camps militaires de Niamey. Tondibia, 6e, escadrille, école de police, de la gendarmerie au moins 2 fois. Et tout ça simplement, c'est pour vous dire que je suis un militant de plusieurs valeurs. Et lorsque en 92, j'avais beaucoup d'adversaires politiques, ils ont profité de la rébellion pour vouloir m'éliminer de la scène politique. Et ils ont réussi, puisque les militaires m'ont détenu. Mais c'était impossible. Les militaires vous soupçonnez d'être? Pas seulement les militaires, c'est d'abord les hommes politiques qui ont répandu auprès de l'armée l'idée que je suis un rebelle. Et ils ont tellement répandu cette idée que les militaires ont fini par m'arrêter. Mais vous savez, c'était extraordinaire parce que tous les militaires du Niger, j'ai passé dans tous les camps, surtout à ce moment-là, aucun militaire nigérien ne m'a manqué de respect. D'abord, moi, j'étais très complexe. Là où vous me voyez, là, j'ai 10 frères et sœurs, je suis le seul comme ça. J'ai des frères germains, j'ai des frères Hausa, j'ai des frères Peul un peu, et j'ai le sang arabe. Donc, dans tous les camps où on m'amenait, c'était impossible de me détenir par la violence parce que je ne trouvais que des parents partout. Mais au bout de 6 mois, ils étaient bien obligés de me laisser partir. Et la rébellion, aujourd'hui, elle a son histoire. On connaît les rebelles. 22 ans après, on peut faire le bilan pour voir que, à l'époque, les hommes politiques qui m'ont attaqué dans ce cadre-là, c'était simplement une erreur. Je considère ça comme ça et d'ailleurs, moi, je n'en veux à personne. Vous voyez? Donc, il ne faut pas croire que je suis allé à l'UDPS parce que, comme tout le monde, je pensais qu'il faut former un parti Touareg. C'est pas ça. Les gens pensaient que c'était un parti tribal, absolument, un parti de clanisme. Donc je suis allé dans ce parti parce que le parti avait identifié en moi une valeur. Et beaucoup de dignitaires, en particulier de la région d'Agadez, en particulier j'ai dit, parce que moi j'ai des parents aussi bien à Agadez qu'à Tilaberi, qu'à Niamey, qu'à Maradi, à Zander. Zander, je suis des Zander. Actuellement, tout le monde sait que je suis des Zander. Je suis né à Tanout. Et donc à l'époque, j'étais à Dakar. Ils sont venus me trouver. Ils ont envoyé une délégation pour dire qu'ils souhaitaient que je vienne prendre la direction du parti. UDPS Amana. Et la thèse fondamentale, c'était que ce Niger-là gagnerait beaucoup en défendant la thèse du fédéralisme. Mais le parti était déjà affaibli en soi parce que cette thèse était déjà la thèse des rebelles. C'était une thèse excellente. Le fédéralisme, voilà. C'est que toutes les rébellions oui, oui, absolument. Mais donc, vous voyez, le parti, c'était déjà mal parti. C'est vrai que les gens aspiraient au fédéralisme. C'est vrai que c'est une aspiration démocratique et légitime. Mais dans le contexte là, où il y avait une rébellion qui revendiquait le fédéralisme, ce n'était pas bon qu'un parti politique puisse s'identifier, si tu veux, à la même position politique qu'une rébellion. Donc moi, j'ai fini par accepter d'être président de ce parti. Je suis venu, j'ai été élu. Et très vite, j'ai commencé à me rendre compte des difficultés liées à l'exercice, à la direction d'un parti qui défend le fédéralisme dans un contexte de rébellion. Mais quand même, j'ai tenu bon et j'ai dirigé ce parti jusqu'au jour où il y a eu le hold-up électoral de Barré, puisque ce parti s'était allié au général Barré. Donc c'est le fait que le parti se soit allié au général Barré, c'est le fait que le parti de Barré a géré les élections comme ça s'est passé, c'est là que ma brouille est venue avec ces gens-là. Et à l'époque, moi, j'ai préféré me retirer moi-même. J'ai écrit une lettre à mon parti
le vice-président du parti pour lui confier la direction du parti jusqu'au prochain congrès. J'avais estimé que je ne pouvais plus collaborer avec le général Barré, notamment après ce que vous connaissez, le hold-up électoral. Et c'est ce hold-up électoral-là, en réalité, qui est à l'origine de mon départ de ce parti. Si c'est ça que vous voulez savoir. RSD Gaskia, vous êtes passé par ce parti aussi. Voilà. C'est un nomadisme politique, si on peut le considérer ainsi. Non, je n'ai jamais fait du nomadisme politique pour gagner quoi que ce soit. Alors, quand j'ai décidé de démissionner, j'ai démissionné de l'UDPS. Personne n'a jamais entendu aucun conflit entre moi et l'UDPS. Donc, c'est pour des raisons absolument idéologiques. Et c'est pour des raisons de démocratie. J'ai considéré que je ne peux pas continuer à diriger un parti qui est allié à un putschiste. C'est pour ça que j'ai démissionné de l'UDPS. Et lorsque j'ai démissionné de l'UDPS, plus tard, M. Chefou, que vous connaissez, a créé le RSD. Il est venu demander mon soutien. Moi, je suis un homme politique. J'ai des bases solides. À l'époque où je dirigeais l'UDPS, je l'ai présenté seulement dans 11 circonscriptions et j'ai obtenu 78 000 voix. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Et donc quand Chefou est venu me voir, c'était mon premier ministre de la période de transition, il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai accepté de travailler avec lui. Et j'étais dans le RSD Gaskia, j'ai travaillé avec lui honnêtement depuis 2004 jusqu'au Tazarchi. Lorsque le Tazarchi est arrivé, je suis venu du Sénégal par 2 reprises pour essayer de convaincre mon parti de ne pas aller dans le Tazarchi. Parce que pour moi, le Tazarchi, c'était le renversement de la Constitution, de la Troisième République en particulier, et donc de la Constitution que M. Ouanké avait mise en place, qui est à peu près conforme à la précédente. Donc c'est parce que le RSD est allé soutenir le Tazarchi que là également j'ai démissionné. Et en démissionnant, c'est par écrit, que ce soit à l'UDPS ou que ce soit au RSD, au moment historique où je ne suis pas d'accord avec la ligne du parti, j'ai décidé de démissionner officiellement par une correspondance formelle. D'ailleurs, pour le cas du RSD, c'est même publié dans les journaux nigériens et sur Internet. C'est pour cela que j'ai quitté le RSD. Ce n'est pas que j'avais un problème particulier ou que j'avais manqué de quoi que ce soit ou que je voulais quoi que ce soit. Je voulais simplement rester attaché à l'idée des 2 mandats et que ce ne soit pas changé. Vous voyez. Mohamed Moussa, aujourd'hui vous êtes militant du PNDS Taraya. Après le RSD, lorsque j'ai décidé de démissionner du RSD, pour cette raison-là, et uniquement pour cette raison de Tazarchi, j'avais même pris la décision de ne plus militer dans les partis. Parce que malheureusement, je ne peux pas rester sans militer. Je suis vraiment un militant dans l'âme. J'ai milité toute ma vie. Comme vous avez vu, vous trouverez rarement des Nigériens qui ont milité depuis le lycée jusqu'à l'USN, jusqu'à l'USTN, jusqu'à dans les partis politiques. Moi, je suis un militant dans l'âme et je vais continuer à militer toute ma vie. Donc, j'ai eu un petit moment de retrait. Quand j'ai eu ce petit moment de retrait, beaucoup de partis politiques nigériens m'ont approché. Et finalement, j'ai décidé de choisir le PNDS Taraya lors d'une mission du président de ce parti au Sénégal. Nous avons échangé et il m'avait invité au congrès du parti. Et je suis venu en observateur. Et j'ai fini par accepter de soutenir le président. Et j'ai dit, moi, j'ai toute ma vie milité, je vais accepter de militer dans ce parti. Et j'ai pris ma carte du parti en 2009. C'est au moment des luttes de Tazarchi. Quand j'ai démissionné du RSD, j'ai donné mon accord au PNDS, j'ai pris la carte du PNDS. Et je suis resté militant du PNDS jusqu'au congrès de 2013, là, de décembre. Quand on vous voit à la télé lors des débats dans vos prises de position, vos positions sont camouflées. On n'a pas l'impression comme si vous êtes un membre du PNDS Taraya. Ah non, je suis absolument un membre du PNDS Taraya. Mais c'est ça le problème. Beaucoup de Nigériens pensent que forcément, pour parler des problèmes du Niger, il faut défendre le Niger sur seulement l'idéologie d'un parti. Ce n'est pas comme ça.
il faut aller au-delà des partis. L'État, le Niger dépasse les partis. Il y a des idées qui sont bien au-delà des idées des partis politiques. Donc moi, généralement, quand on m'invite à un débat, j'exprime mon opinion, j'exprime ma vision de l'État du Niger et je suis de ceux qui sont capables de critiquer leur parti. Donc aujourd'hui, je suis du PNDS Taraya. Si on m'invite, je vais me présenter en qualité de membre du bureau du PNDS Taraya. Et je vais défendre l'idéal socialiste et je vais défendre la nécessité de développer ces pays. Et je vais défendre les valeurs qui unissent les enfants du Niger, les fils du Niger. Et je vais continuer à défendre mordicus l'idée de la nécessité de l'assainissement politique. Voyez-vous, actuellement, beaucoup de gens reprochent au PNDS Taraya d'avoir abandonné l'assainissement. Mais les gens se trompent. Le PNDS est plein de gens qui sont déterminés à réaliser l'assainissement. Et vous allez voir si vous êtes... À votre sein même, il y a des gens qui ne sont pas assainis. Mais bien entendu. Mais il faut les assainir. Il faut commencer par assainir. Et je pense que personne ne peut faire le reproche au PNDS de dire qu'il ne fait pas attention à ses militants qui ne font pas les choses correctement. En moins de 3 ans, vous avez remarqué combien de gens du PNDS ont quitté leur position. Combien de gens on a remercié. Il y en a beaucoup. Quel est le parti qui le fait si ce n'est pas Taré? Les nouveaux adhérents que nous sommes en train de voir sont des gens qui traînent des casseroles. Beaucoup, c'est pour fuir à leur dossier, notamment de gestion, qu'ils sont en train d'adhérer au parti. Vous voyez, ça c'est une critique tout à fait objective du citoyen. Les citoyens qui voient un certain nombre de personnages qui ont occupé les médias, qui traînent, comme vous dites, des casseroles. Quand ils les voient venir au PNDS, ils pensent que c'est les... Ça inquiète tout le monde. Ça inquiète les militants du parti. Ça inquiète même le parti lui-même. Il faut dire les choses comme ça. Mais il faut savoir que la position du parti, là, elle est claire. La position du parti, quelle que soit votre place, quelle que soit votre position et quel que soit votre parti, même si c'est le PNDS, si la justice a un dossier sur vous, si la justice vous poursuit, le PNDS ne vous protégera pas. En tout cas, ça, j'en suis intimement convaincu, c'est la position du PNDS. Personne ne peut voler et penser que le PNDS va le protéger contre la justice. C'est là où se trouve la confusion. Les gens pensent que c'est le parti au pouvoir qui doit poursuivre les gens. Non, nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république où les pouvoirs, il y a une séparation de pouvoirs. Mais vous étiez les donneurs de leçons quand vous étiez à l'opposition. Absolument. Mais alors, à l'époque où le PNDS était au pouvoir, était dans l'opposition, il faut savoir qu'il critiquait beaucoup. C'est vrai. Donc aujourd'hui, je peux assumer avec les camarades pour dire que nous critiquons beaucoup. La différence entre nous et les opposants d'aujourd'hui, c'est que nous, quand on critique sur un sujet, sur un point, on apporte la preuve. Vous avez vu, par exemple, les grands dossiers de l'époque. C'était le dossier Meba, c'était le dossier Zakay, c'était le dossier Zenab. Mais Zakay est avec vous aujourd'hui, monsieur le ministre. Zakay est avec nous aujourd'hui, mais c'est quelqu'un que moi je traiterais de quelqu'un d'intelligent. Zakay est passé par tous les partis. Zakay est un homme d'affaires. Ce n'est pas un intellectuel politique, c'est un homme d'affaires, c'est un homme qui suit ses intérêts. De ce point de vue-là, il est plus intelligent que la plupart des intellectuels. Et donc il a fait un choix aujourd'hui parce qu'il estime que toutes les chances sont du côté du PNDS, simplement. Donc c'est un calcul simple. Monsieur le ministre, Zakay est prêt à vous quitter quand le pouvoir va changer de main. Donc vous n'allez pas me dire que c'est un choix rationnel qu'il en a fait et objectif. C'est lui qui a choisi les Zakay avec la danse du pouvoir, comme vous l'avez souligné. C'est lui qui a choisi les partis. Et c'est là que, dans le débat, il n'y a pas très longtemps, j'avais indiqué que le multipartisme chez nous et la liberté d'expression et d'adhésion font que chaque individu a le choix d'aller dans le parti de son choix. Aujourd'hui, Zakay a fait le choix de venir au PNDS Taraya. Le PNDS Taraya peut s'arc-bouter pour dire non. Mais est-ce stratégique? Chez nous, dans notre pays, là, c'est les Germains qui disent Barsubir de Sam. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, les partis, ils sont tous à la recherche des militants. Pour être grand, il faut avoir le maximum de militants. Si le PNDS dit aujourd'hui, Zakay, tu ne peux pas venir chez nous.
D'abord, c'est illégal, puisque la loi donne la liberté à chaque citoyen de choisir son parti. Mais on peut se hasarder à le dire. Qu'est-ce qu'on fait? On repousse Zakaï simplement pour qu'il aille dans un autre parti. Pourquoi? Quelqu'un décide de son propre chef de venir chez nous. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est là l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on cultive l'impunité. Je vous ai dit tout à l'heure que même un membre fondateur du PNDS, s'il est poursuivi par la justice, le PNDS ne le protégera pas. À plus forte raison, quelqu'un qui vient d'arriver. Donc la justice, ce n'est pas le PNDS qui contrôle la justice. La justice est une institution démocratique, est un pouvoir indépendant et nous l'avons voulu ainsi. Il faut que la justice soit indépendante, il faut que la justice poursuive les gens qui traînent des casseroles comme vous dites. Et à ce moment-là, vous verrez si le PNDS fera quelque chose ou pas. Donc les gens comme Zakaï, ce sont des gens, comme j'ai dit, qui ont une intelligence sociale. Ce sont des hommes d'affaires. Aujourd'hui, malheureusement, tous les Nigériens, je dis tous les Nigériens, pas seulement Zakaï, tous les Nigériens pensent qu'il n'y a à manger que dans l'État. C'est faux. On peut parfaitement devenir le plus riche des hommes en cultivant la terre. Monsieur le ministre, nous sommes en train de tendre vers la fin de cet entretien. Oui. Mon équipe me fait signe. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des Nigériens? Ah oui, ça vraiment, j'ai un message aux Nigériens. La démocratie, là, c'est quelque chose de très précieux. La démocratie suppose plusieurs choses. D'abord, une organisation rationnelle de l'État, une répartition des pouvoirs et une répartition des richesses équitable. Vous voyez. Donc, le cadre démocratique nous permet normalement de réaliser ces prouesses-là. Ce que nous voulons, c'est que le Niger continue à jouir de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, d'avoir une bonne gouvernance à travers des institutions républicaines qui sont fortes. On n'a pas forcément besoin, comme l'a dit Obama, d'hommes forts. On a besoin d'institutions fortes. C'est celle est stable. C'est cela qui peut permettre à notre pays de progresser plus vite que les autres. Maintenant, autre chose, les messages. C'est que le Niger, aujourd'hui, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, on doit savoir et on doit tous admettre que le Niger n'est pas un pays pauvre. Le Niger est un pays riche. C'est pour cela que quand nous avons l'opportunité d'avoir des programmes que nous pouvons réaliser au bénéfice de nos populations, nous devons les identifier, nous devons identifier les cheminements pour les réaliser et donc avoir ce qu'on appelle une convergence nationale. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, qu'on soit de la majorité ou qu'on soit de l'opposition, on sait que ça, c'est dans l'intérêt du Niger. Et en ce qui concerne ce sujet-là, nous devons conjuguer nos efforts et non continuer à nous tirer dessus. Aujourd'hui, nous avons identifié les ressources minières, les ressources pétrolières, comme quelque chose capable définitivement de sortir le Niger de la misère dans laquelle on se trouve. C'est pour cela que j'ai commencé par dire que le Niger n'est pas pauvre. Le Niger est pauvre de l'ignorance de ses fils, tout simplement. Et l'ignorance de ces fils-là, ça se trouve partout, dans les régimes comme dans l'opposition. Parce que nous n'avons pas été capables jusqu'ici d'identifier l'intérêt du Niger. Regardez les Européens. Depuis la période coloniale, ils ont identifié leur intérêt en Afrique. Et quel que soit le régime en place, il va dans le même sens. Pendant combien d'années, vous êtes plus jeune que moi, mais je suis sûr que vous avez lutté et souffert comme moi de la lutte anticoloniale, de la lutte anti-impérialiste. L'impérialisme, c'est ce que nous mangeons tous les matins. Alors, c'est pour cela que j'ai dit, nous sommes indépendants, nous sommes intelligents, nous sommes formés, nous avons beaucoup de cadres dans le pouvoir et dans l'opposition, mais jusqu'ici, nous n'avons pas été capables de créer, d'identifier l'intérêt national, quelque chose qui nous unit quoi qu'il arrive. Il y a une chose qui nous unit quoi qu'il arrive, c'est le Niger. Ça, c'est incontestable. Mais ça ne suffit pas. Ce Niger-là, ce qu'il doit être, c'est nous qui devons l'identifier. Et ce que le Niger doit être là, c'est ce qui doit nous unir. Et quelle que soit notre position. Aujourd'hui, quand on parle de l'uranium, ce n'est pas au régime en place simplement ou à la société civile de marcher dans la rue pour défendre les intérêts du Niger. Non, c'est l'ensemble des forces politiques du Niger, opposition comme majorité. On aurait bien voulu vous voir à la marche du samedi dernier, en tant que citoyen. Je n'étais malheureusement pas là, mais même si j'avais été là, je n'aurais pas participé. Parce que manifestement, il s'est créé déjà des clans. Voyez-vous, j'ai
vu à la télé, par contre, même en étant à distance, qu'il y avait une partie de la société civile qui était contre cette marche et une partie de la société civile qui voulait la faire. Et malheureusement, les gens ont fini par croire que la société civile est instrumentalisée par la politique. Moi, je suis un acteur de la société civile d'abord. Et je sais que quelque part, la société civile ne peut pas être instrumentalisée. C'est vrai que dans la société civile, on peut avoir quelques personnes qu'on peut manipuler. Mais quand une société civile fonctionne en groupe comme ça, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont de bonne foi dedans. Donc il faut être capable de les écouter eux aussi. Donc mon message, moi, c'est celui-là. C'est de dire aux hommes politiques nigériens, parce que quand même, quoi qu'on dise, la démocratie, c'est grâce au mouvement syndical, grâce à nos camarades syndicalistes, étudiants, des travailleurs. C'est grâce à cela que nous avons créé le cadre démocratique. Mais en créant ce cadre démocratique, nous avons donné naissance à des partis politiques. Ces partis politiques, ils ont des obédiences, socialistes, libéraux, etc. Que vous soyez socialiste ou libéral, vous êtes nigérien, avant tout. Et libéraux et socialistes et autres obédiences ou idéologies, nous devons nous entendre sur l'essentiel qui fera le Niger. Et que nous devons défendre aujourd'hui ou demain et dans le futur pour la jeunesse. Exactement comme les Occidentaux ont identifié leurs intérêts en Afrique et qu'ils les défendent quel que soit le régime qui est en place, que ce soit des communistes, des socialistes, des libéraux, même des fascistes. Quelle que soit la nature du régime, leurs intérêts en Afrique, ils les défendent ensemble. C'est à cela que moi j'appelle la classe politique nigérienne aujourd'hui. Nous sommes dans l'île. Et puis il y a autre chose que je voudrais dire. Il ne faut pas que les membres, ceux qui sont des dirigeants politiques aujourd'hui, oublient qu'ils sont tous des camarades avant tout. Ils étaient tous des Nigériens. La plupart de ces hommes politiques que vous voyez là, nous sommes sortis du même moule. C'est les lycées classiques et modernes, les lycées nationaux. À l'époque, nous sommes tous sortis de là. Nous sommes capables de nous entendre. Nous sommes capables de nous unir sur ce que nous avons identifié comme intérêt du Niger. Et je suis convaincu, moi, que quelqu'un comme Seni ou quelqu'un comme Maman Ousmane est capable d'identifier l'intérêt du Niger comme le président Issoufou. Et ces choses, cet intérêt-là, quand ils l'auront identifié, ils savent que quel que soit le comportement qu'ils ont, quel que soit ce qui les sépare, ils ne vont jamais y toucher. C'est cela que je voudrais que la classe politique nigérienne comprenne. Nous vous disons merci. Merci à vous aussi.